Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce webinaire qu'on a, Yves et moi, organisé pour aborder un sujet d'actualité dans les collectivités territoriales. Alors, le titre va pas vous choquer, hein, le changement a changé, hein. Le changement, ça change tout le temps. Mais ce que l'on constate dans nos interventions, c'est qu'il y a un vrai besoin de renforcer certaines actions pour ne pas épuiser les équipes, alors les équipes au sens large. Et donc, on va vous partager durant ce webinaire, et on va être en mode interactif, des bonnes pratiques, des pistes, de façon à ce que vous repartiez à la fin de ce webinaire qui dure jusqu'à midi, en vous disant, bah, ça c'est bien, je le faisais déjà, et puis tiens, il y a peut-être des choses qu'on pourrait mettre en œuvre. Merci Jérôme pour travailler sur ce beau sujet. Nous sommes donc à deux, avec deux regards complémentaires, le mien, Yves Blondel, et celui de Jérôme, et nous allons nous présenter. Donc pour ce qui me concerne, j'aime bien me définir comme compagnon de route du secteur public local. Compagnon de route, ça veut dire que on fait un bout de chemin, je fais un bout de chemin ensemble aux côtés des collectivités, après avoir été moi-même en poste en collectivité, sur des postes de manager de projets hiérarchiques. Et aujourd'hui, mon travail, depuis une vingtaine d'années, c'est d'accompagner donc des organisations qui s'inscrivent dans des processus de changement. Je les aide à travailler sur leur alignement stratégique. Comment est-ce qu'il y a une cohérence du projet de mandat aux objectifs opérationnels? Je travaille sur la formalisation de choix organisationnels. Je permets l'encapacitation des acteurs, donc des différents managers hiérarchiques et de projets. Pour ça, j'ai plusieurs différentes cordes à mon arc que je mobilise au fil et au fur et à mesure des besoins. Donc, une action formative, de l'appui conseil méthodologique, de l'accompagnement individuel, du co-développement, de la capitalisation d'expérience, et j'ai la joie et le bonheur de déployer mes compétences dans toutes sortes de collectivités, petites, grandes, dans les différentes régions. Et je vais maintenant passer la main à Jérôme. Oui, merci. Donc, Ecos Concept qui existe depuis un certain temps. On intervient depuis des années dans beaucoup d'environnements et pour des organisations très différentes. Je vous ai mis à gauche et vous allez retrouver des éléments en commun avec Yves. Le fait qu'on travaille beaucoup sur des dispositifs, sur de l'accompagnement, la ludopédagogie et au fil des années et depuis longtemps, on a développé des compétences et un talent pour aborder la réussite des changements, la réussite des projets, le fait de faire monter en compétences les relais, les formateurs, etc. Et c'est là où Yves et moi, on se retrouve, c'est qu'on intervient sur le terrain. Et c'est ça qu'on va vous partager dans ce webinaire, c'est en partant de ce que l'on constate, ce qui fonctionne. Alors, bien sûr, dans ce webinaire, on va plutôt parler des trains qui arrivent en retard, des bateaux qui arrivent en retard, des avions qui décollent pas. Mais il y a bien sûr plein de choses qui se passent et on va revenir dessus tout au long de ce webinaire. Le point de départ, sans surprise, c'est le monde dans lequel alors nous vivons tous et donc les collectivités également, hein, le monde volatile, incertain, complexe et ambigu, et qui fait que aujourd'hui le changement n'est plus exceptionnel, il n'est même plus ponctuel, il est devenu structurel dans les collectivités. Les sources du changement, elles sont connues et vous les connaissez aussi bien et même mieux que nous, hein. C'est des changements qui sont issus des différentes transitions qui sont à l'œuvre, la transition écologique, la transition numérique, la transition managériale. Il y a un sujet d'actualité qui est évidemment les alternances. Donc, pour ce qui concerne le bloc communal actuellement, il y a de nombreuses réorganisations qui sont en cours, qu'elles découlent ou non de démarches de mutualisation. En tout cas, elles découlent toujours de démarches de recherche d'efficience. Évidemment, on ne va pas oublier les usagers, dont le niveau d'exigence n'a cessé de croître. Et puis enfin, il y a vos amis, les élus, qui, eux aussi, ont des niveaux d'exigence qui se sont modifiés et qui sont devenus plus prégnants ces dernières années. Et donc, à ce stade de notre travail, aujourd'hui, on a envie de vous poser deux premières questions pour lesquelles on va vous proposer d'intervenir dans le chat que vous avez à disposition. La première question qu'on aimerait vous poser, c'est vous, les uns et les autres, qui êtes avec nous, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans vos collectivités?
quels sont donc les coûts partis? Quels sont les changements que vous prévoyez ou anticipez dans un avenir plus ou moins proche? Et quelles sont, par ailleurs, vos questions, vos attentes? Quels sont vos différents niveaux de préoccupation au sujet de ces différents changements? Donc là, nous allons faire une moisson, une première moisson de retour d'expérience de terrain de votre part. Dans le chat, dites-nous un peu qu'est-ce qui est en train de changer, qu'est-ce qui va changer. Est-ce que c'est plus de la réorganisation? Est-ce que c'est plus lié à la transition écologique? Est-ce que c'est faire advenir des nouvelles On a les pratiques? premières réponses, Yves. Donc, Ah voilà, oui, voilà. je vois ça apparaître. Oui, donc plus avec moins et du coup plus d'intelligence et plus de stratégie, oui, bien Ouais, sûr, ok. ouais, ok. D'autres contributions, d'autres changements en cours? Ou des questions que vous aimeriez qu'on partage. Alors, vous pourrez l'écrire tout au long de la conversation et puis on s'arrêtera pas, on les prendra à la fin, hein. C'est aussi important. On aura une phase, une grande phase d'échange, hein, parce que le descendant, c'est bien, mais c'est bien quand c'est temporaire. Hmm. Alors, la totalité de la chaîne de décision de la direction, oui, ça fait beaucoup ça. Ça fait vraiment beaucoup. Et alors ça, c'est vraiment une constante. Et ça, c'est partout où je vais. C'est le rapport à la ressource et au tarissement de la ressource. Ouais. Développer l'intelligence collective dans un contexte changeant, ben je dirais oui, les deux sont liés, puisque une des façons de répondre au contexte changeant, c'est de mobiliser davantage l'intelligence collective. Encore une fois, la réduction budgétaire, des réorganisations liées ou non, hein, j'imagine, à la réduction budgétaire. L'IA qui va venir bouleverser vos pratiques, oui. D'ailleurs, les formateurs, consultants, capitalisateurs d'expérience n'échappent pas. Mais je dirais aussi, enfin je pense, on partage ça avec Jérôme, nous tirons parti du développement de l'IA. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Transformation des activités réelles de travail au regard de l'arrivée de l'IA, oui, 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 avec des vraies opportunités, vraiment des gains considérables et en même temps des vraies vigilances. Ensuite, le développement du travail en mode projet, la place de l'IA, le rapport au travail, ouais. Le déploiement du travail en mode projet avec des vraies questions hein, en termes de gouvernance qui font qu'on a non seulement besoin d'accompagner les chefs de projet, mais aussi au niveau de l'organisation et au niveau de la gouvernance, quelles sont les conséquences du développement de ce mode projet? Une réorganisation, encore une fois, un changement de la gouvernance, une réorganisation constante des postes stratégiques. Ouais. Donc ça, c'est le V hein, du ICA volatile. Nouveaux mandats, nouveaux élus, nouveaux projets. Donc, bah, c'est chouette. Déjà, c'est une période quand même, enfin, j'espère que vous la vivez comme ça aussi, hein, de période assez exaltante de démarrage de projet. La question qui va se poser, ça va être la capacité d'absorption de l'organisation et est-ce que ces différents projets successifs seront apprenants pour l'organisation et en capacitant, j'ai envie de dire, hein, pour vous tous. Bon, bah écoutez, enfin Jérôme, je crois qu'on Alors, a une ouais, belle ouais. Alors, moisson vous déjà, hein. pouvez continuer à écrire, on reprendra. Après, Hum, on va vous présenter des éléments qui permettent de prendre un peu de recul. Mais oui, on a redéfinition du cadre, le mode projet. Alors, c'est pas des choses nouvelles, mais l'accélération, le cumul des éléments en même temps font qu'il y a des choses qui marchaient avant et qui marcheront plus. Je vais revenir dessus. On n'a plus avant, hein, mais le avant, il n'a jamais existé. Mais avant, il y avait un certain temps, on changeait, on revenait à l'état de stabilité, et puis maintenant, c'est permanent. Alors juste pour qu'on soit, quand on va parler, voilà, quand on va parler, Pardon. je vous propose juste une précision très simple, mais c'est important parce que quand on intervient en formation, dans nos accompagnements, on clarifie bien de quoi est-ce qu'on parle. Très simplement, au début, il y a des enjeux, des objectifs qui arrivent à quelque part. Et dans la plupart des cas, l'existant fait que
il n'y a pas besoin de changer. Hein, et ça, c'est plein de cas. Hein, mais quelquefois, pour arriver à l'enjeu et l'objectif, on va mettre en place le mode projet. Hein, le mode projet qui est je m'organise de façon à atteindre ce qu'on n'atteindrait pas si jamais on ne se mettait pas en mode projet. Hein, pour des raisons de sujets atteints, de délais, ressources, de complexité. D'accord? Et très souvent, les équipes sont mobilisées, et c'est normal, sur le projet. Déployer la nouvelle organisation, atteindre des objectifs, rendre des services aux usagers, passer d'une organisation A à une organisation B. Mais ce qui va être important, et alors c'est présent, mais c'est souvent sous-estimé, c'est le point important, c'est de voir ce que ça change. Hein, Or, dans certains cas, un projet aura peu d'effet sur les personnes. Dans d'autres cas, ça aura un effet énorme et ça peut être très variable et pas forcément au même endroit. C'est-à-dire dans une collectivité, une équipe sera très peu impactée, aura très peu d'effet par rapport au changement parce qu'elle le faisait déjà ou ça ne la concerne pas. Et puis une autre équipe, au contraire, sera très impactée. Et c'est là où on va travailler, et ça va être important, quelles sont les actions, les quelques actions simples qui vont permettre d'accélérer et de réussir le passage entre l'état actuel et l'état futur. Mais très souvent, les projets sont sur la solution technique, hein, ce qui est normal. De plus en plus, ils intègrent l'aspect accompagnement du changement, accompagnement de la transition, mais c'est un vrai lot à part entière. Et on va voir que parce que souvent ça se passe sans qu'on en parle, ça crée des effets d'air après sur le fait que on va pas en être capable. Mais je vais revenir après. Oui, bon, on aime quand même, ouais, il y a des choses qu'on aimerait poser avant d'aller plus loin. Si ça fonctionne pas toujours très bien, en fait, les projets réussissent globalement. Moi, ce que je vois, c'est que 90% des projets réussissent, d'abord. Mais à quel prix? Et quand je dis le prix, c'est d'abord au point de vue de la ressource et de la ressource humaine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Globalement, évidemment, il peut rester des poches de stabilité, pardon, oui, de stabilité ou de tranquillité, mais globalement, les équipes, elles sont engagées. La motivation, l'implication sont là. Pareil pour les managers, que ce soit les managers hiérarchiques ou de projets. Moi, je vois des chefs de projet qui sont très engagés dans leur projet, qui sont très attachés à la réussite de leur projet. Et puis, dans la plupart des collectivités dans lesquelles j'interviens, il y a des initiatives, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des écoles de management, il y a des référentiels de conduite de projet, il y a des kits, il y a de la formation, il y a des groupes d'échange de pratiques. Donc, c'est pas que il n'y a pas de choses existantes. C'est juste qu'on sous-estime un effet. Alors, je vais vous partager rapidement et je vais vous parler de Satang. Hein, parce que dans le changement, Satang, on perd nos repères. Et le grand classique qu'on voit, c'est que voilà, une situation, on est situation A et on veut aller vers une nouvelle situation. Ça démarre, on lance, on a une réflexion, on doit mettre en place. Alors c'est décidé ou c'est imposé, c'est pour rattraper un écart, etc. Mais quelque part, le projet démarre. Et puis, bah, comme le disait Yves, les équipes sont mobilisées, les managers aussi, enfin, à condition de ne pas avoir en parallèle huit autres projets et quotidiennes, qui fait que souvent, être mobilisé, c'est bien, être disponible, c'est plus compliqué. Et puis, bah, le futur, comme c'est un changement, entre ce qu'on avait prévu et le réel, peut y avoir un écart, parce qu'on va faire des plans, c'est normal, mais ça se passe rarement comme prévu. Il y a la réalité. Hein, voilà, et c'est normal. Et après, il y a l'expertise, il y a l'expérience, il y a la bonne volonté qui fait qu'on y arrive. D'accord. Mais quand même, une fois qu'on a passé le cap de ça va changer, on a mis en place quelque chose, bah, il y a des éléments qui apparaissent. Peut-être parce qu'en amont, on n'a pas suffisamment cadré, préparé, identifié, mais aussi parce que très souvent, une fois que c'est lancé, bah, on passe à autre chose. Et donc, ça crée une période de stress, c'est ce qu'on appelle la vallée du désespoir. Alors, je sais, c'est pas un terme extrêmement sexy, mais la vallée du désespoir, c'est j'ai plus mes repères d'avant et j'ai pas encore mes nouveaux repères. Ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, mais c'est long. Hein, j'ai changé d'habitude. Alors, comme on a des personnes qui ont envie que ça se passe bien, elles, au bout d'un moment, si on a de la chance, bien évidemment, il y a la reprise. Et parce qu'on a des équipes qui sont plutôt robustes et résilientes,
on revient à l'état d'avant, ça fonctionne. Mais c'est juste que, vous voyez, résilient, je l'ai mis en rouge ou en bleu, c'est que être résilient, c'est je me remets debout. Mais est-ce que je me remets debout en disant, voilà, la prochaine fois, je sais que ça va aller mieux individuellement ou collectivement, ou je me remets debout en disant, aïe, aïe, aïe. Parce que être résilient, c'est bien, hein. Être robuste, c'est bien. Mais si on prend la fable du chêne et du roseau, le robuste, à force d'encaisser les chocs, il se rigidifie, puis à un moment donné, il casse. Et c'est un risque d'avoir des personnes robustes qui, à un moment donné, cassent. À l'inverse, le résilient, c'est bien, mais s'adapter, adapter, prendre sur soi, bah, ça va être important aussi de travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment faire autrement. Et donc ça se fait à bas bruit. Le piège étant que bah, quand ça patine, on se met en mode pompier. Et puis bah, quand ça marche bien, comme on est câblé pour voir ce qui va pas, et qu'on n'a pas beaucoup de temps à accorder si c'est pas prévu à ce qui va bien, on enchaîne sur notre activité, hein, un autre projet, un autre sujet. Sauf que nous, en tant qu'espèce humaine, on a une capacité, et ça nous a aidé à survivre, à se rappeler plutôt de ce qui n'a pas bien marché. Hein, le biais de négativité fait qu'au bout d'un moment, je peux avoir l'impression qu'on n'en est pas capable, on ne va pas y arriver. Et ce sentiment qui est connu en pédagogie, hein, c'est une étude sérieuse, si je pense qu'on en est capable ou si je pense qu'on n'en est pas capable, ça va être très différent. Alors ça peut être lié à moi, ça peut être lié à d'autres, mais si on parle jamais de nos réussites, si on pointe que ce qui va pas, au bout d'un moment, on développe ce sentiment. Alors ce qu'on va travailler aussi, hein, bah, le risque, c'est que la descente aux enfers, individuelle ou collective. Alors, moi je te dis, Yves, hein, le prochain changement qu'on va faire chez nous, ça va mal se passer, hein. Alors, ce qu'on va travailler aussi, et c'est important, et vraiment, ça prend du temps, il faut le prévoir, c'est comment je renforce ce sentiment d'efficacité personnelle et collectif, et comment je renforce la capacité des équipes à réussir les changements, à réussir les transformations, à réussir les projets, sachant que quand on regarde, quand on demande à des équipes ce que vous avez fait ces 10 dernières années, souvent elles ont oublié les réussites, elles ont oublié ce qu'elles ont fait, et elles ont oublié comment elles avaient réussi. Et c'est ça qui va changer dans la façon dont on a mené les projets et les changements. Voilà, donc qu'est-ce qui a changé? Il a changé que on avait précédemment des projets qui étaient plus ponctuels. Alors attention, je voudrais surtout pas dire que les collectivités étaient précédemment un long fleuve tranquille. Des changements, il y en a toujours eu. J'ai eu le bonheur de contribuer à certains d'entre eux à l'époque où j'étais en collectivité moi-même, j'étais acteur de ça. Simplement, les projets étaient plus ponctuels et ils étaient précédés et suivis de plateaux de stabilité. Et du coup, dans une configuration comme celle-là, la conduite du changement, l'accompagnement du changement, il peut être centré sur le projet en cours, et donc centré sur un projet. Aujourd'hui, les transformations, elles sont continues, c'est-à-dire qu'elles s'enchaînent, elles se superposent, et les plateaux de stabilité, ils ont disparu, quasiment disparu. Il y a deux enjeux qui en découlent. Un premier enjeu qui est un enjeu d'épuisement des équipes. Il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé dans une collectivité avec un groupe et un participant nous dit, ah ouais, 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 ça a été super, vraiment, ce projet, il a bien réussi. Bon, alors on était un peu épuisés, hein, enfin vraiment, c'était compliqué, c'était dur, mais le projet a réussi. Bah, ok, mais donc le projet a réussi, mais à quel prix? À quel prix? En fatigue psychique, en stress, en énergie qui aurait pu être épargnée. C'est ça le sujet, hein. Et donc, ce qui se joue, deuxième enjeu, c'est le maintien de l'organisation, de la collectivité, de sa capacité à changer au fur et à mesure que les projets avancent et se succèdent. Donc, vous avez plus de sujets avec moins de temps. On l'a vu, c'est pas forcément un problème de manque d'énergie ou de volonté, c'est collectivement une capacité collective qui s'érode au fil du temps, au fil des projets. Ça génère de la fatigue organisationnelle. Donc, c'est de la fatigue pas seulement de chaque individu, de chaque acteur pris isolément, mais de l'organisation. C'est l'organisation en tant que telle qui fatigue.
Une autre chose qui vraiment, moi, me frappe, alors depuis quand, ce serait peut-être pas, allez, mettons une dizaine d'années, c'est l'installation, la généralisation d'un sentiment d'urgence durable. L'urgence est devenue le mode de prise en charge par défaut des projets et des politiques publiques. Et donc, troisième conséquence, c'est qu'on a une difficulté à stabiliser les changements. Alors, je reviens sur un chiffre qui a quelques années et qui, à mon avis, s'est pas amélioré, mais l'ESSEC avait fait une étude, je crois, il y a bien une dizaine d'années, qui disait il y a actuellement dans toutes les organisations 3 fois plus de sujets de changement ou de projets qui amènent de changement, et globalement, chacun de ces projets a 2 fois moins de temps pour arriver au résultat. Moralité, si on croise 3 fois plus de projets en parallèle avec 2 fois moins de temps, ça fait x6. Hein, alors, je reviens sur le sentiment d'efficacité personnelle. Il y a aussi la bande passante. Hein. C'est clair que à un moment donné, quand on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. Mais quand ça accélère, si on renforce pas la capacité des acteurs à réussir le projet, le changement et la transformation, ce qui marchait avant ne marche plus. Et on voit bien, hein, très clairement, hein, quand on intervient dans les collectivités, qu'il y a déjà plein de choses. Il y a de la formation, il y a des projets, il y a de l'expérience, comme le disait Yves, c'est pas nouveau. Hein, c'est pas nouveau. On va en formation, on va 2 jours en formation, on mène des projets. Alors il y a des grands projets au niveau de la région, au niveau des départements, au niveau de la ville, mais il y a aussi dans chaque équipe des pour la fin de l'année, pour la fin du trimestre, pour la fin de la semaine. Hein, et puis de l'expérience. Mais c'est pas tant. On a l'impression que ces éléments, ils sont pas forcément articulés. Et donc, ce que vous partagez, c'est là où on intervient, mais on n'est pas les seuls, le fait de remettre un peu d'articulation par rapport à tout ça. Et donc, euh, la formation, et Yves et moi, et Ecos Concept et Management Territoire, on fait de la formation, donc on va pas dire du mal de la formation, hein, c'est clair, c'est important, la formation. Mais si on regarde au milieu, ce qu'on appelle ça c'est les 4 niveaux de réussite de Kirkpatrick, hein, c'est qu'est-ce qui fait la réussite d'une formation. En bas, c'est la réaction. La réaction, c'était bien, c'était chouette, j'ai passé un bon moment, le formateur, la formatrice, ce qu'elle racontait, c'était intéressant, j'étais avec des collègues, et on peut revenir de formation, on a passé un bon moment, c'est pas pour autant qu'on va mettre en pratique. Vous avez après l'apprentissage. Alors l'apprentissage, ça peut être, j'ai appris des choses nouvelles, ça peut être, ça m'a rappelé des choses que j'avais vues mais que j'avais oubliées, mais c'est surtout le plus important, c'est ça met des mots sur ce que j'ai déjà. Mais si je me retrouve avec des gens qui sont d'autres endroits, qui n'ont pas le même métier, c'est sympa parce que je vois des choses, ça m'ouvre des horizons, mais j'aurais plus de difficultés à faire du transfert. C'est le et donc à atteindre les résultats. Donc c'est pas tant le fait de venir en formation, que le risque, c'est si on ne travaille pas sur des sujets actuels qui concernent les personnes, ça reste du savoir qui sera mobilisé de façon individuelle. Et en plus, si de retour dans la collectivité, les sujets, les projets, le quotidien m'amènent à rentrer dans l'action, bah, très vite, mon cerveau fait ce qu'on fait très très bien en tant qu'espèce humaine. On met d'abord dans un tiroir, puis on met à la corbeille, ça s'appelle la courbe de l'oubli. Et c'est pour ça qu'on va travailler sur 4 niveaux. Oui, 4 niveaux qui sont l'individu, l'équipe, l'organisation et la gouvernance. L'individu, ça consiste à clarifier sa valeur ajoutée, protéger son temps utile, hein, éviter qu'il y ait du temps qui passe dans ce qui n'est pas à valeur ajoutée pour les uns et pour les autres. Trouver ou retrouver des repères aussi, parce que un temps collectif, un temps formatif, par exemple, c'est aussi un temps de génération de sens. On retrouve du sens. Le niveau de l'équipe, quand on travaille à ce niveau-là, on travaille sur les modalités et les qualités des coopérations internes à cette équipe. On travaille à la question de savoir comment réguler le quotidien en multipliant les boucles de rétroaction. On travaille aussi à requalifier les priorités d'une équipe. Au niveau de l'organisation, il peut y avoir besoin souvent de fluidifier les processus en les clarifiant, en élaguant les étapes peut-être devenues non nécessaires. On va apprendre à gérer les injonctions paradoxales au sein de l'équipe, au sein de l'organisation, pardon.
en travaillant avec la DG, en travaillant avec la gouvernance, et puis on va travailler à mieux articuler les projets qui, comme on l'a vu, se télescopent. Et puis enfin, le quatrième niveau, c'est le niveau de la gouvernance. Et au niveau de la gouvernance, les équipes administratives peuvent faire un travail de haute valeur ajoutée en étant, je dirais, tout contre la gouvernance, en clarifiant, en les aidant à clarifier les arbitrages, en travaillant sur le cadrage des projets, en réduisant l'empilement et en donnant de la lisibilité sur ce que sont les priorités du mandat et les priorités de chacun des projets qui sont engagés. Et donc, ce qui va être important par rapport, c'est d'avoir, alors on vous a mis des exemples, hein, mais c'est d'avoir des moments variés, comme par exemple renforcer, stabiliser l'existant, hein. Après tout, apprendre des choses nouvelles alors qu'on le fait déjà, c'est important, hein. Le deuxième point, et on milite beaucoup pour ça, hein, ça s'appelle l'intra-entreprise, c'est-à-dire des formations dans lesquelles on est de la même, on bosse, on travaille pas forcément ensemble, mais on est dans la même collectivité, on vit le même contexte. On a aussi ce qu'on appelle le team learning, c'est ce que disait Yves, c'est à un moment donné, on regroupe soit une équipe de managers, soit une équipe de chefs de projet, et on travaille aussi bien sur la formation que sur comment on va le mettre en œuvre dans le réel. Et puis, hein, la courbe de l'oubli qui fait que notre cerveau, s'il n'est pas sollicité, mais quelque part de côté, c'est de se mettre d'accord sur une articulation dans lequel des personnes de la collectivité vont intervenir. Je prends tout à l'heure qui va parler à certaines personnes qui sont présentes, où on voit bien que le fait d'avoir différentes actions permet d'augmenter le fait qu'il y a un transfert et que ça donne les résultats attendus pour les personnes. Alors, juste, je vous présente hein, en termes de schéma pour ce que l'on va travailler après ensemble, hein, c'est si on décompose. Alors, bien évidemment, là, on a pris un changement, quelque part, une bascule. Mais on va retrouver ces éléments-là. On va avoir quatre grands moments qui sont cadrés. Je vais revenir après dessus. Préparer et se préparer. Accompagner et adapter. Et puis stabiliser et capitaliser. Et souvent, dans beaucoup de projets dans lesquels on intervient, le un et le 2 ça va. Le 3 c'est fait en mode un peu pompier. Alors, on a bossé avec des pompiers, donc le mauvais pompier, on est d'accord, parce que les pompiers, ils sont très, très organisés, structurés. Et alors, le 4 comment dire, de façon diplomatique, il y a des gisements de progrès, clairement. Pourquoi, hein, clairement. Et pourquoi? Parce que quand tout va bien, on continue, puis quand ça va pas, on parle de ce qui va pas. Et donc, un des points qui va être important, et vraiment, j'attire votre attention, je reviens sur projet expérience, euh, plus de 20 ans et plus de pratique dans la pédagogie, l'apprentissage qui fait qu'on apprend, c'est il ne suffit pas de vivre des expériences pour apprendre. On peut avoir 20 ans d'ancienneté et 1 an d'expérience. Parce qu'on reproduit tout le temps ce qu'on a toujours fait. Comme on peut avoir 20 ans d'ancienneté et 40 ans d'expérience. Pourquoi? Parce que l'expérience, c'est je vis quelque chose, mais c'est le fait de l'analyser, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, pourquoi, qui va nous donner des enseignements. Mais quand on apprend sur le terrain, quand on apprend sur le tas, on prend tout, le bon et le moins bon. Et donc, par exemple, une formation, c'est donner un cadre et puis dire, par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, analyse, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, et on analyse l'expérience. Et puis ensuite, on va se dire, par rapport à ce que vous faisiez déjà et qui fonctionnait, comment on peut le transférer à des nouvelles situations, et puis par rapport à ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et surtout, point très important, parce qu'en France, on est assez bon pour voir ce qui ne va pas, parler aussi des changements qui ont été réussis. Hein, on le fait régulièrement quand on dit sur les 10 dernières années, parlez-nous des changements que vous avez vécus. Vous pouvez être à peu près sûr qu'uniquement les changements qui sont moins bien passés. Puis quand on commence à dire, et vous avez, nous, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, c'est très important hein, de partir du principe que l'expérience est là, mais elle n'est pas pour autant formalisée, partagée, capitalisée. Et c'est là où, plutôt que de réinventer la roue, on va venir stabiliser l'existant, à tout niveau. Et c'est là où on va commencer. La plupart de nos accompagnements, quand on fait des accompagnements, et quand on est en formation, c'est pareil. Pourquoi apprendre à des managers des choses qu'ils font déjà bien, qu'ils ont déjà vues? On déjà vu? On va commencer par capitaliser, formaliser, voir ce qui doit évoluer.
Alors, capitaliser, c'est capitaliser sur qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Formaliser, c'est faire en sorte qu'on puisse s'en servir après. Et puis faire évoluer, c'est se dire bah, ce qu'on avait fait ou comment on l'avait fait. Voilà comment le faire bouger de façon à ce que la prochaine fois, ça se passe mieux. Vous avez aussi un autre point, hein, c'est le cadrage. Parce que sur tous les projets, on voit les résultats attendus des projets, mais ce qu'on ne voit pas suffisamment, c'est en quoi ça change pour les personnes. Ça change les habitudes, qui est impacté, sur quoi il y a des effets. Qu'est-ce que l'on doit faire et quand en avance de phase pour éviter de le faire quand ça va apparaître. Et le retour sur investissement, c'est que si on investit un petit peu en avant, on évite de perdre énormément de temps quand après, ça va plus du tout. Ça, c'est le retour d'expérience de beaucoup des personnes qui sont accompagnées, que ce soit par nous ou par d'autres. Ensuite, on va travailler sur préparer, se préparer. Comment on doit renforcer, qu'est-ce qu'on doit communiquer, qu'est-ce qu'on doit organiser, comment on doit, dans la mesure du possible, écouter, prendre en compte, co-construire. Mais quoi que vous fassiez, ça ne se passera pas comme prévu. C'est normal, ça s'appelle du projet, ça s'appelle du changement, ça s'appelle être humain, ça s'appelle le changement, il change. On va aussi prévoir des moments pour continuer à accompagner, adapter, communiquer, former. Hein. Mais je reprends bien, hein. Former, c'est pas forcément apprendre de la théorie. Hein. Former, c'est mettre une forme, c'est partager, échanger. Et c'est en faisant ces différentes actions qu'on va renforcer la capacité individuelle et collective à réussir le projet, à réussir les changements, à adapter son management en 2026, 2027, 2028. Alors, 110% d'accord avec ce que nous écrit Benoît, il y a quand même un préalable, c'est de bien savoir ce que l'on veut obtenir par le changement. Si l'objectif n'est pas clair, le cadrage sera souvent bancal. Oui, Non. Oui. c'est d'ailleurs un biais cognitif hein, qui s'appelle le biais de cadrage. Et et j'ajouterais à ce qu'a pu dire Jérôme, le travail qui est en collectivité essentiel, qui est Oui. le travail d'alignement stratégique en fait, Mm. et de bien inscrire le projet dans la segmentation stratégique de l'action publique locale, c'est-à-dire à quel niveau on se situe de la déclinaison du projet de mandat. Alors, je voudrais juste rajouter un point. Je suis entièrement d'accord avec vous. Très souvent, dans les projets, les personnes qui n'ont pas cette expérience confondent le moyen, ce qu'on va déployer par le projet, Mm, avec les mm, résultats mm, attendus. mm, Hein, déployer une nouvelle organisation, c'est pas ça le projet. Le projet, c'est d'atteindre ça, 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 grâce à la nouvelle organisation. Et c'est là mm, où, quand on est sur déployer un organigramme, bah, il n'y a pas de cadrage. Parce que le but, c'est de déployer l'organigramme. Non. L'objectif, c'est, par un nouvel organigramme, atteindre cela, éviter telle difficulté qu'on rencontre jusqu'à maintenant. Hein. On est entièrement d'accord. mm, mm. Alors, comment, par exemple, pardon, qu'est-ce qu'on peut faire? L'appui, il peut être ponctuel à différents moments clés d'un projet sensible. L'appui peut consister en des ateliers de travail avec des managers et avec des équipes, mais sur des situations réelles. Le réel, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Ça peut être des kits ou des dispositifs de déploiement adaptés au contexte. Ça peut être des référentiels, c'est-à-dire un certain nombre de documents qui, comme leur nom l'indique, documentent la genèse, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'un projet. Ça peut être un soutien au cadrage, donc c'est ce dont on vient d'échanger, mais aussi aux arbitrages, chemin faisant, de la vie d'un projet, pour donner quelques exemples. Juste avant hein, si je reviens sur le projet, pour intervenir aussi bien sur des chefs de projet, des équipes projet, des contributeurs projet, des managers d'équipes projet, des commanditaires, enfin, etc. Il y a une très grande expérience du mode projet, dire partir en vacances avec des amis, déménager, c'est un projet. Mais très souvent, effectivement, on croit que le projet, c'est la solution. Et comme le dit Sandy, oui, il y a une confusion entre enjeu, objectif, moyen. Et quand on accompagne des chefs de projet, bah, souvent, bah, on m'a demandé de faire ça. D'accord, mais quel est l'enjeu? Pourquoi? Qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce qui fera dire que le projet est une réussite? Alors, beaucoup de gens expérimentés se rendent compte que quelquefois ils le font, mais quelquefois ça mérite d'être clarifié parce que si on ne sait pas où on va,
bah, on a peu de chances d'y arriver ou d'arriver ailleurs. Hein, voilà, donc c'était juste par rapport à ça. Et donc, si on revient, on a pris quelques exemples qu'on a anonymisés. Alors, j'ai vu dans la conversation, dans les participants et participantes, qu'il y avait certains de nos interlocuteurs. Donc, on intervient pour une région française, hein, qui peut se nommer si elle le veut dans le chat, mais on le fera pas. Hein. On intervient depuis des années pour cette région. Et là, très bientôt, moi, je fais 2 jours de formation avec des chefs de projet qui interviennent dans des projets d'ambition régionale pour travailler sur les fondamentaux. Hein. Les fondamentaux, c'est pas les basiques, hein. Et ce sont des personnes qui portent des projets. Et puis, bah, Yves va intervenir après sur 2 modules spécifiques pour rentrer dans le détail par rapport à des chefs de projet expérimentés. Et on intervient en collaboration avec des personnes de la région, par les choses qui font des ateliers, qui font du suivi, qui font du co-développement. Enfin, et c'est cette articulation qui permet de renforcer la capacité des acteurs de réussir ce type de projet. Voilà, donc je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui rougissent dans le chat, mais c'est vraiment un très gros travail et qu'on rencontre pas forcément partout. Hein. Donc, et nous, on intervient plutôt sur le 4, le 2, 1, sachant que c'est les équipes de la région qui interviennent sur le 3, sur le 1, sur le 2 et sur le 4. On est d'accord. Autre point, une autre région. On est intervenu plusieurs fois. Vous voyez, hein, on a sur des territoires au niveau de la région, par exemple, 2 équipes dans 2 villes différentes, 2 villes importantes de la région, qui collaborent, mais qui se voient pas forcément. Et on est intervenu sur faire qu'elles se rencontrent et qu'elles travaillent en même temps mieux se connaître, mais surtout que mieux connaître, ça soit mieux. Ah, parce que se retrouver pour déjeuner ou bosser sur un sujet d'actualité, c'est bien, mais travailler aussi sur bah, comme bien ensemble, qu'est-ce qu'on pourra améliorer, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait continuer, ça marche très très bien. Et on l'a fait au niveau régional, mais aussi au niveau départemental. On a intervenu pour des équipes qui étaient dans chaque département avec des missions auprès des entreprises. Et suite à une réorganisation, bah, elles se voyaient plus vraiment. Et on a travaillé sur le fait que ça fonctionne mieux. Un autre conseil de... Ségolène dit j'aimerais bien que les collègues de la région évoquée se mettent en avec moi. Bon, si vous voulez, Ségolène, on fera on fera de l'intermédiation pour donner vos coordonnées, mais ça marche. Un autre exemple dans un conseil départemental, il s'agissait, en fait, c'est une collectivité, il y en a eu qui avait pris un peu d'avance sur le télétravail. Et évidemment, après, il y a eu la crise sanitaire, le télétravail a été généralisé. Et à la fin de la crise sanitaire, ils sont venus me voir en me disant, bon, écoutez, voilà, on a une expérience précédente qui est venue au sens chimique précipité pendant la crise sanitaire. On aimerait bien que ça ancre des bonnes pratiques de management à distance pour l'avenir. Et donc, je leur ai proposé et on a fait fonctionner un dispositif assez léger finalement de demi-journée de travail, évidemment à distance. Et à l'occasion de ces demi-journées, on leur a permis de travailler sur les étapes 3 et 4. Mais en fait, le dispositif, chaque séquence, chaque module était d'abord en mode 4 et ensuite en mode 3. Je m'explique. Le point de départ, c'était stabiliser, capitaliser. Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les leçons tirées de l'expérience? Qu'est-ce que vous allez renouveler? Qu'est-ce que vous allez conseiller à vos petits camarades là autour de la table de mettre en œuvre? Et sur ce qui n'a pas bien fonctionné, comment faire à l'avenir? Et donc là, on est dans le 3, ajuster, adapter, et un peu d'intrant, hein, un peu de méthodo apporté par l'intervenant. Un autre exemple, dans un OPHLM, où là, pour le coup, ça a été, je dirais, dans le fil chronologique qui est indiqué ici. Au stade du cadrage, c'était à l'arrivée d'un nouveau directeur général des services, aligner le projet d'entreprise par rapport au projet politique de la collectivité. Donc, travail de déclinaison successif, objectifs stratégiques, généraux, opérationnels, etc. Ensuite, préparer, ça a été préparer les messages, préparer les managers
et puis les former, parce que concrètement, ensuite, au contact des équipes, leur job allait être la mise en œuvre du projet d'entreprise. Ensuite, dans une mairie, alors pareil, même point de départ, alignement stratégique, on passe du projet de mandat au projet d'administration. Donc, je les aide à accoucher d'un projet d'administration. Et d'ailleurs, je les ai retrouvés il y a quelques jours pour le même exercice. Et ensuite, le travail a consisté à former, pour les préparer, celles et ceux qui allaient devenir chefs de projet, des actions à mettre en œuvre dans le cadre du projet d'administration. Chemin faisant, accompagner, adapter, ajuster, un travail en lien avec le CODIR et plus particulièrement la directrice générale des services pour ajuster le projet chemin faisant. Un dernier exemple, on est dans une mairie de l'Est de la France, et pour le coup ici un travail avec vraiment des managers de proximité qui étaient les référents périscolaires. Quel était le projet? Le projet, c'était de mieux articuler les, pardon, les projets, les projets périscolaires afin que l'ensemble de ces projets répondent mieux aux projets éducatifs de territoire. Les usagers étaient contents, les projets se passaient bien, le chef de projet était plutôt satisfait de leur activité, mais ces projets-là ne répondaient pas forcément ou ne répondaient qu'en partie aux objectifs de politique publique de la collectivité. Et donc là, le travail a consisté à préparer et accompagner en professionnalisant leur pratique de conception et de mise en œuvre de projets et en leur facilitant l'appropriation d'un référentiel de conduite de projet qui allait devenir en même temps un outil de reporting pour la hiérarchie et un outil de pilotage de mise en œuvre des projets éducatifs. Alors, juste Yves, tu as oublié un sujet. Tu Oh, as zappé celui du conseil départemental atelier gamifié. C'est normal. Alors, non, alors c'est pour le clin d'œil. Et je l'ai mis parce que ça illustre le fait que un département qui met en place des actions dans le département pour l'ensemble des agents pour réduire la fracture numérique avec hmm, différentes actions. Et ils nous ont sollicité en disant on a mis en place des ateliers. Mais bon, sur la façon de faire, c'est assez descendant. Il y a pas tant de ça de monde qui vient. Et donc, on les a accompagnés à ce qu'on appelle atelier gamifié, c'est-à-dire avoir des ateliers, mais surtout renforcer l'efficacité de ces ateliers, travailler sur c'est quoi les stratégies les plus efficaces qui permettent très rapidement d'aider les agents à combler les difficultés qu'ils ou elles rencontrent sur le numérique. Et donc, ça a été un accompagnement, deux personnes qui faisaient dans le département. Elles ont été très contentes de voir qu'il y avait plein de choses qu'elles faisaient de façon très efficace, qu'il y avait des choses qu'elles faisaient mais qui n'étaient pas forcément les plus efficaces et qu'il y avait des choses qu'elles pouvaient mettre en œuvre. Voilà, c'est pour ça qu'on vous le présentait, parce qu'on est vraiment là sur l'accompagnement de relais, hmm, hein, qui était motivé, mais c'est un peu assez épuisé parce que bah, ce qu'ils faisaient, c'était ce qui leur paraissait de bon sens, mais c'était pas forcément ce qui avait le plus efficace, ce hmm, qui est normal, hein, hmm. ok. Voilà. Merci Yves. Il n'y a Mille, pas de mille souci. excuses. Alors, voilà. L'objectif étant là de pas lister, c'est pas liste au Père Noël, hein, c'est bien de montrer différents éléments avec des exemples de comment ça peut s'articuler. Là, on a une deuxième question à vous poser, à toutes et à tous. Donc, en ayant cette grille de lecture là qu'on partage avec vous en tête, ce qu'on a envie de vous demander, c'est de quoi est-ce que vos équipes auraient besoin dans vos collectivités respectives pour réussir les transformations à venir. Alors, où est-ce que ça se joue? Est-ce qu'il y aurait besoin de plus de clarté sur les priorités? Donc, des choses qui se jouent au cadrage. Est-ce Alors, qu'il y aurait besoin? parce qu'il y en a qui vont répondre, priorisez, mettez pas toutes. Si vous deviez choisir les une ou deux prix, on doute bien, les cinq sont bien, hein. Parmi les quatre premières, laquelle serait prioritaire? Et puis, s'il n'y a pas dans les quatre, vous en rajoutez une cinquième. Mais vous pouvez répondre déjà tous et toutes, hein, pour les réponses. Mais c'est plutôt quoi? Ouais. Et pour faire très simple, vous mettrez Le le, numéro? le numéro, hein, 1, 2, 3, Ou, 4 ou ou si c'est 5 autre, vous mettez ou quel autre? 6 ou Voilà. voilà, et vous direz qu'est-ce qui vous préoccupe.
D'accord. pour qu'on ait un premier, Alors, beaucoup moins d'empilement, oui, ok. comme Merci, par merci, hasard. merci Benoît. Oui, oui, parce que Voilà. Donc, l'effet, hein, mm, est-ce que vos équipes ont besoin de plus de clarté? Est-ce qu'elles ont besoin de plus d'appui? 1 et Est-ce que 3, 1 c'est et plus de 3. temps pour Ouais, capitaliser ouais. davantage de liens entre la formation et la mise en œuvre, hein, des formations mieux connectées au réel? Tu vois, Mhm, sur les priorités, c'est un point sur lequel on intervient beaucoup, à réussir ses priorités, mhm, prioriser, parce qu'au bout d'un moment, à vouloir tout faire et tout bien faire, mhm, il mhm, y a un risque de mhm, s'épuiser et de passer à côté, quoi. mhm, Ouais, mhm. plutôt, tu vois, 1 et 3, 1 et 3, 1 et 3, 1 et Oui, 3, 3. c'est beaucoup, beaucoup. D'accord. Et c'est intéressant sur la capitalisation parce que, en effet, je vois bien que c'est un peu l'angle mort dans les projets Ouais. que j'ai l'occasion de connaître. Oui, du temps, oui, oui, c'est ça. Du temps pour faire Mhm, tout ça, hein, ok. Hein, mhm, mhm. ceux So- qui ont, ouais, autres, ok, très bien. ouais, sortir du sentiment d'urgence. Oui. Mm. Alors, en même temps, dans certains cas, le sentiment d'urgence, c'est il faut y aller et voilà les étapes pour y aller, mais qui n'est pas être dans l'urgence. On est d'accord, hein, c'est bien les deux. Mhm. Oui, partager véritablement le projet, Ah, hein, oui. ouais, hein, Alors effectivement, hein, ouais, par rapport à ce que dit Florian, c'est partager le sens, hein, c'est partager le sens et avec l'ensemble des parties prenantes de la collectivité, ouais. peut-être aussi parfois des parties prenantes extérieures hein, à la collectivité, Ouais. Alors, un arrêtez les alignement. go-no-go. Alors ça, oui, enfin, Ah, c'est pas anormal que ça change dans le changement, mais au bout d'un moment, quand on passe son temps à aller à gauche, à la droite, à faire demi-tour, à avancer, il y a beaucoup de personnes qui quelque part se désengagent en disant, bon, je vais attendre de voir ce que ça donne. Hein, oui. Vous voyez, c'est mm, arrêter que tout le monde se mêle de tout, le pilote de projet pilote. Mais en termes de sens, alors c'était pas pour une collectivité locale, mais c'était pour un EPIC. Donc on retrouve des éléments. Euh, il y avait une direction qui avait défini un projet ambitieux et globalement dans l'organisation, ça se passait pas comme ça devait se passer. Donc je les ai mm, réunis, je leur ai dit voilà, je vais vous mettre par équipe. Dans un an, le projet, le changement s'est mis en place et vous racontez à des gens qui viennent d'arriver ce que ça a changé maintenant concrètement au quotidien dans la vie des équipes. Et mm, quand il s'est revenu une demi-heure après, chaque équipe en présentant leur point de vue, ils se sont rendus compte qu'ils parlaient pas du tout de la même chose. Ils étaient tous d'accord sur le mot, le sens, le sens du mot, mais pas sur ce que ça impliquait. Hein, donner du mm, sens, c'est le pourquoi on le fait, à quoi on mm. va arriver, qu'est-ce que ça donne, etc. Voilà. OK? Ouais. Ouais, ouais. Il y a autre chose dans le commentaire de Ségalen, hein, c'est arrêter que tout le monde se montre de tout. Projet Tout le monde est pilote, chef de projet. pilote de projet. Alors effectivement, ça fait 20 ans que je fais mon métier. J'étais avant chef de projet. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps un mot qui s'appelle la comitologie. Bon, c'est effectivement mettre de la clarté dans le qui fait quoi, dans l'organisation du système d'acteurs, de bien identifier ce que sont respectivement les espaces de la décision d'une part et de la production d'autre part. Ouais, ça peut, dans certaines collectivités, ça peut être un vrai sujet. Et qui touche qui va concerner la phase, alors un peu cadrée, mais préparer les acteurs, hein, c'est mettre au point le dispositif qui fera réussir le projet. Dans la phase de cadrage, la co-construction qui est travaillée avec les équipes sur le projet, le changement qui arrive, qu'est-ce que ça va pas changer, qu'est-ce que ça va changer et comment on va s'y prendre pour y arriver, est un facteur énorme pour enlever du stress, hein, le mauvais stress, et pour commencer à se mobiliser si on va y arriver et c'est possible. Et effectivement, Mhm, hein, et c'est un point important. Et c'est souvent par manque de temps, hein, parce qu'on enchaîne. Alors le pourquoi et le pourquoi, oui, absolument, hein, le pourquoi, quel est le sens, et puis quel est le sens pour moi, mais aussi pour les personnes qui vont en bénéficier, pourquoi est-ce qu'on le fait? Hein, mhm, on a deux éléments dans la conduite du changement, hein, c'est le sens et la sécurité psychologique. mhm, Parce que dans une phase, hein, la vallée du désespoir, pourquoi c'est du désespoir? Parce qu'on a des personnes qui veulent bien faire leur travail, qui n'ont pas envie de faire d'erreurs. Or, quand on change quelque chose dans l'environnement, on change les habitudes, on va moins vite, c'est plus compliqué. Et il y a des personnes que ça met en stress. Donc, il faut effectivement leur donner la possibilité, temporairement, d'aller un peu moins vite, de tâtonner, jusqu'à ce qu'elles retrouvent.
ce nouvel équilibre. Bon, Mhm. excellent. Ouais. Alors, on arrive tout, tout naturellement, parce qu'on a pas mal de choses maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Enfin, voilà. Alors, sachant qu'on aurait pu tenir 3 jours avec le sujet, mais c'est le but, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a, suite à ce qu'on a dit, ce qu'on a vu, des questions, des réactions, des points ou des partages, hein, d'expérience, hein, parce que nous, on aime bien, Yves et moi, là, euh, s'appuyer sur ce que nos participants font déjà, hein. Vous l'avez compris. Donc dites-nous, il nous reste encore quelques minutes. On avait dit 1 heure, hein, on va s'arrêter à midi. Il nous reste encore 7-8 minutes. S'il n'y a pas de questions, bah, on arrêtera plus rapidement. Puis s'il y a des questions, on partagera avec plaisir. Dites-nous. Alors peut-être que je Mhm. vais remonter au niveau des attentes. Yves, tu regardes les questions qui arrivent et moi je regarde au début. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, Alors des questions ou, comme le proposait Jérôme, des témoignages. alors, Dites-nous ce qui il y marche. avait comme Ou- changement développer l'intelligence collective, ça c'est un sujet qu'on a beaucoup Mhm. traité. L'inté- Mhm. la- la- Faire équipe, c'est avoir des moments où on se voit pour parler d'autre chose que choses urgentes. Car l'intelligence collective, elle existe, mais si on se croise dans les couloirs et qu'on parle de choses urgentes, l'intelligence collective, elle est dans le fait de régler des problèmes au fur et à mesure. Hein, et c'est important d'avoir des moments où on se pose sur, prenons du recul, améliorons le collectif pour améliorer Mhm. l'intelligence et l'efficacité collective. Donc je regarde s'il y a Mhm. des points. Tac, 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 il y a un développement. Benoît nous dit qu'ils ont dans sa collectivité 58 projets cadrés pour 45 agents dans la direction. Bah dis donc, il est évident que tout n'est pas prioritaire et probable que tout ne mérite pas un mode projet complet. Un conseil pour lutter contre l'empilement de projets. Peut-être. Alors, oui, un conseil que je donne aux collectivités, pour celles qui ne l'ont pas fait, c'est, bon, OK, on a tout un éventail de projets, mais là-dedans, quels sont ceux qui auront le label, en quelque sorte, projet? Et l'intérêt, la distinction, c'est de travailler sur l'alignement stratégique. Donc, c'est les projets qui répondent le plus, le mieux, qui sont en cœur de cible du projet de mandat, d'une part. D'autre part, et là on touche à, vous vous souvenez, hein, l'individu, l'équipe, l'organisation, la gouvernance. On est sur organisation et gouvernance. Ces projets, labellisés projets, sont pris en charge en mode projet. Et on a travaillé ensemble à définir ce qu'est le mode projet, par exemple, en installant dans la collectivité un référentiel. Dans la collectivité, le référentiel nous dit que, eh ben, un comité de pilotage, c'est ça, un comité technique, c'est ça, un groupe de travail, c'est ça. Et ensuite, sur le plan de l'organisation et de la gouvernance, on met en place des instances de suivi, de régulation et de pilotage du projet qui vont venir se superposer à l'organigramme, qui est, j'ai presque envie de dire par définition, un organigramme en silo. Donc, en résumé, sur les 58, quels sont les projets prioritaires en importance ou ce qu'il faut mener en début de mandat? Pour ces projets-là, comment est-ce qu'on décide de les prendre en charge? Pour ces projets-là, quels sont les organigrammes de projets standardisés que l'on met en place? Et comment est-ce qu'on met en place un système de pilotage des projets? Parce que les organigrammes traditionnels, hiérarchiques et en silo, ils sont mieux adaptés pour les politiques publiques pérennes et stables. Et donc, il faut aussi songer au plan de l'organisation, mettre en place un dispositif de pilotage des projets. J'ajouterais un complément. Il y a aussi le côté regarder la bande passante temporelle et cognitive, parce qu'il y a l'activité quotidienne, il y a les activités qui vont être des activités sur la journée, sur la semaine, sur le mois, et de regarder effectivement bah, quel est l'espace disponible, parce que chaque projet pris séparément est faisable, mais comme le disait Yves, à un moment donné, lesquels on fait à 100%, lesquels on fait 80%, lesquels on fait à 50%, lesquels on décale, ou on va dégrader, c'est-à-dire on va faire qu'un lot, histoire que ça rentre dans ce qui est humainement et collectivement faisable. Alors, Sandy dit dans ma collectivité, on a distingué les projets simples. Oui, mais quand on parle de mode projet, ça peut être on est à 3 pour la fin du mois pour réaliser telle chose qui va demander de se coordonner avec quelques éléments simples, hein. L'idée, c'est Hmm. de partir
Qu'est-ce qui est un risque? Qu'est-ce qu'on peut faire de spécifique? Parce que si on ne le fait pas, il y a un risque qu'on passe à côté de ce qui était prévu. Effectivement, oui, oui, Mhm, hein, mhm, absolument. Hein, mhm, tout n'a pas, enfin, tout doit être pensé en mode projet, mais tout n'a pas forcément besoin de mobiliser. Moi, j'interviens par exemple dans le monde de la construction d'installations recevant du nucléaire. C'est clair qu'il n'y a pas la même organisation quand il y a l'autorité de sûreté nucléaire qui s'en mêle que si je dois construire quelque chose de plus simple. Il y aura des étapes, mais c'est pas les mêmes. mhm. Il y a une question intéressante de Marie-Laure Ouais, qui nous demande, la ouais, phase 4 capitalisée arrive logiquement dans la dernière partie d'un projet, et ouais, mais Marie-Laure a eu l'impression que il fallait commencer par là. oui, Mais en fait, mais ça dépend. Ça dépend de ce que Jérôme et moi, on peut apporter en valeur ajoutée dans un accompagnement, ou ce que vous pouvez aussi mettre en place sans nous, hein. Je vous ai donné l'exemple Non, je vous ai pas donné. J'ai pensé à un ah, autre exemple. Il y a quelques années, une collectivité, on avait formé, à la suite de la loi et du décret de 2014, tous les managers à la conduite de l'entretien professionnel. Bon. Et je sais pas, une demi-douzaine ou une dizaine d'années après, ils sont venus me voir en me disant, écoutez, voilà, ça tourne, ça se passe plutôt bien, mais on aimerait bien que la pratique continue de se professionnaliser. Et donc là, lors de la mise en place des entretiens professionnels, le point de départ, ça a été le formatif. Et lorsqu'on est revenu pour cette action entretien professionnel saison 2, on a commencé par la capitalisation. ouais. Donc, ça dépend, ça dépend de votre problématique, de votre situation et de ce sur quoi vous avez envie de bosser. Le, le point important, c'est que, alors ça, c'est un autre point important, c'est que souvent on fait des rex ou des rétex, si on parle à des militaires, à la fin du projet. Mais ce qui marche aussi très très bien, c'est régulièrement dans le projet d'avoir des moments où on prend quelques minutes avec des personnes pour non pas travailler sur un sujet en cours, mais travailler la façon dont on travaille, la façon dont on collabore, la façon dont on partage l'information. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre la fin. C'est pour ça que dans une intervention, ça peut être, bah, regardons déjà ce que vous avez fait, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, ce qu'on pourrait faire. Moralité, si on prend déjà ce qui se fait, l'écart est moins grand, parce que plus l'écart est grand, plus ça va demander un effort des personnes pour mettre en place ce qu'elles ne faisaient pas. C'est aussi pour ça qu'Yves et moi, on aime bien prendre des choses qui se font déjà, plutôt que d'amener la méthode géniale et nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux, mais qui va demander des années pour ne pas atteindre son résultat. Alors, si Mm. on descend, comment aligner les priorités des élus et des services? Tiens, ça c'est pour toi, Yves. Mm. Et Oui, il nous reste 1 minute. pour le coup, c'est un vrai défi. Le vouloir n'est pas toujours raccord avec le faire. Oui, tout est souvent urgent pour le politique, Bien en sûr. effet. Comment aligner les priorités des élus, des services? Je vous le disais avant, pour moi, j'ai toujours considéré que le positionnement de l'administration, c'était d'être contre les élus, tout contre les élus. Et pour moi, il y a un vrai enjeu qui est de basculer d'un changement de posture, en fait. La posture peut-être un peu habituelle et naturelle et spontanée de l'administration, c'est le politique passe une commande et l'administration instruit, travaille sur la faisabilité de la commande et elle pourrait arriver à la conclusion que ah ben non, madame ou monsieur l'élu, c'est pas possible pour telle et telle raison, manque de ressources, contraintes légales, etc. Et moi, ce que je dis au chef de projet et au DG, c'est changer de posture et passer du oui mais, et oui mais veut dire non en fait, hein, au oui donc, oui en conséquence, oui et alors. Et ce changement de posture, il permet d'ouvrir et de nourrir un dialogue constructif qui va déboucher sur de la priorisation, qui va déboucher sur, alors, on fait le projet, mais peut-être pas comme vous l'avez imaginé. On fait le projet, mais on va le séquencer dans le temps pour commencer par ce qui est le plus important pour vous. On fait le projet, mais on va pas le faire tout seul. On va aller solliciter telle ou telle partie prenante. C'est ce switch-là qu'il faut introduire. C'est qui est une confrontation entre les priorités des élus et l'administration. Ça ne me pose aucun problème à partir du moment où
ils sortent de cette confrontation des solutions qui soient mutuellement acceptables, voire satisfaisantes même, pour les deux parties prenantes, qui sont les deux parties prenantes à la fabrication des politiques publiques. Alors, quelle place pour la QVT dans les projets de transformation? Alors, c'est une place importante. Il y a une place Mm, en mm, amont et une mm, place en aval. Il y a effectivement les actions à faire par rapport à la qualité de vie au travail, hein, comment j'accompagne les personnes dans les transformations, mais il y a aussi un autre point qui, bien sûr, qui est un aspect de la QVT, qui est comment je renforce la capacité des acteurs à adapter à s'adapter, mais aussi adapter. Ce que dit Yves est très important. On a combien de chefs de projet qui ont l'impression que, en tant que chef de projet, je dois tout faire, tout réussir, et que héroïquement, je vais sauver le monde. À un moment, on les fait beaucoup travailler sur comment je vais rendre compte à mon commanditaire, quel qu'il soit, hein. Ça peut être un élu qui, à un moment donné, avec les moyens dont je dispose, voilà ce qu'on peut faire au mieux dans les ressources qui sont disponibles, et puis ça, et puis ça, et puis ça, parce que quelquefois, entre ce qui est demandé et ce dont mon interlocuteur a réellement besoin, peut y avoir un écart. Ou peut-être que en changeant légèrement un ou deux points, ça devient plus faisable. Donc on est bien à s'adapter, mais aussi adapter. Hein, et créer cette relation. Et on retrouve l'articulation management hiérarchique et projet. Alors, ça, c'est une très grande force et une très grande difficulté. On se met en mode projet parce qu'on veut avancer rapidement avec des personnes de différents environnements. Mais il y a aussi la tentation pour l'hiérarchique de voir un petit peu ce qui se passe dans le projet. Hein, donc c'est là on va regarder et hein, c'est quoi le rôle du hiérarchique, c'est quoi le rôle de l'acteur projet et c'est quoi le rôle du chef de projet ou de son équipe de façon à créer cette relation. Et on peut avoir des acteurs qui sont officiellement dans le projet, mais qui en même temps sont officiellement dans plein d'activités de leur équipe. mm, Comment on évite qu'ils soient tiraillés entre les deux? mm, mm. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur le plan Tout à fait, organisationnel en lien avec la gouvernance comme espace d'arbitrage en fait tout à et fait. de régulation? Ça manque dans pas mal de collectivités. Comment aller vendre mon projet à des hiérarchiques dont j'aurais besoin, enfin, dont j'aurais besoin fortement de l'équipe, de façon à ce qu'à un moment donné, ça soit plus disponible. Comment aussi clarifier avec eux, à quel moment je les sollicite et à quel moment la personne qu'ils me délègue dans le projet, c'est elle qui prendra des décisions. Enfin, et en plus, c'est très contextuel, c'est très lié à l'expérience des personnes, c'est très lié au projet, mais c'est une vraie question. Et quand on regarde les acteurs du projet, c'est important de regarder qui sont mes interlocuteurs et les hiérarchiques des contributeurs ou des bénéficiaires du projet sont effectivement des acteurs clés. Alors, il nous reste encore une ou deux minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, bien évidemment, hein, chaque réponse nécessiterait plus de détails. Est-ce qu'il y a encore une dernière question auquel on pourrait vous donner quelques éclairages? Oui, alors c'est enregistré. Si ça a bien marché, normalement, j'ai regardé plusieurs fois, ça sera enregistré. Et alors, ce qu'on vous enverra, c'est qu'on va vous envoyer très rapidement le lien vers le replay. Qu'on va mettre sur la chaîne YouTube des Ecos, comme ça sera disponible. Vous pourrez le partager si des personnes n'ont pas pu venir. Et puis on vous enverra des éléments de ce support, hein, bon, hein, les points clés. Et puis bah, évidemment, hein, si vous voulez continuer que ça. Alors si c'est plutôt sur l'expérience et l'expertise de Yves, c'est personne. Hein, parce que si vous me contactez, je dirais bah, qu'on contacte Yves. Et si on est plutôt sur le dispositif, la conduite du changement, le côté pédagogique, articulation, c'est plutôt moi, mais c'est pareil. Voilà, donc merci à vous, merci d'avoir partagé. Alors, on va regarder ce que vous avez noté, hein, donc, ça a été un vrai plaisir de préparer cette commission qu'on a créée spécifiquement pour aujourd'hui, puis aussi de voir ce que vous avez partagé et noté. Donc, merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, parce qu'on est quand même jeudi midi. Bon projet, changement et transformation. Yves, tu as quelque chose à souhaiter aux personnes qui étaient présentes? Eh ben, merci d'avoir été contributif, puisque j'ai retrouvé dans le fil de conversation des sujets de préoccupation que Oui. j'entends au quotidien et qui effectivement méritent qu'on s'y attelle et qu'on y travaille. Eh ben, merci à vous. Donc, alors, j'ai raté l'entrée, hein, parce que le webinaire
est mis en route, mais là, bah, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir. Au revoir.